Pendant l'entre-deux-guerres, le Japon se distinguait parmi les nations par ses forces aériennes, militaires strictement séparées, composées de branches aériennes distinctes pour l'armée et la marine. Cette structure organisationnelle est restée en place depuis la création des forces aériennes japonaises jusqu'à la capitulation du pays en septembre 1945. Alors que dans de nombreuses autres nations, une telle bifurcation favorisait généralement une rivalité bénéfique, au Japon, elle a entraîné une absence totale de collaboration. L'armée et la marine n'ont pas réussi à synchroniser leurs efforts concernant l'allocation des ressources rares, ce qui a conduit à une duplication inutile du travail de conception. Par conséquent, ils ont fréquemment adopté des modèles d'avions entièrement distincts qui, paradoxalement, possédaient des attributs et des capacités de performance remarquablement comparables. À partir de 1937, le principal avion de chasse de l'aviation de l'armée japonaise était le Type 87, produit par Nakajima, officiellement désigné Ki-27. Les forces alliées lui ont ensuite attribué le nom de code Nate. Malgré son train d'atterrissage fixe, cet avion entièrement métallique s'est avéré être une conception entièrement contemporaine. Cela a marqué la première fois qu'un avion de chasse japonais égalait ou surpassait de nombreux homologues étrangers contemporains. Le Ki-27 est sorti victorieux d'une compétition exceptionnellement intense contre des conceptions de Mitsubishi et Kawasaki, incitant le commandement de l'armée à autoriser sa production en série. Des compétitions de conception comparables étaient régulièrement organisées au Japon jusqu'à la fin des années 1930. Néanmoins, les progrès rapides de l'aviation mondiale ont contraint l'industrie japonaise et ses ingénieurs à opérer à la limite de leurs capacités. Par conséquent, le commandement de l'aviation de l'armée japonaise a estimé que le processus d'organisation d'une nouvelle compétition pour sélectionner un successeur à l'avion Ki-27 consommerait un temps et des efforts excessifs. De plus, cela s'avérerait excessivement coûteux et dangereux pour les développeurs. Par conséquent, le développement du nouvel avion, désigné Ki-43, fut confié à la même entreprise, Nakajima, dès 1937. Ce choix était fondé sur la vaste expérience de Nakajima et sa position quasi monopolistique dans la fabrication d'avions de chasse de l'armée. Il est intéressant d'examiner l'évolution des exigences pour ce projet particulier, surtout lorsqu'on le compare aux circonstances au sein de la marine japonaise. Les doctrines européennes émergentes concernant la guerre aérienne n'ont pas spécifiquement contourné le Japon. Un accent croissant était mis sur l'atteinte de vitesses plus élevées et d'une puissance de feu accrue, même si cela signifiait compromettre la maniabilité. Cette méthodologie particulière a recueilli un soutien considérable au pays du soleil levant. Néanmoins, la principale garantie de victoire était toujours perçue comme la prédominance dans les engagements aériens individuels, un concept qui s'harmonisait parfaitement avec l'éthos de la pensée traditionnelle des samouraïs. Un autre élément significatif influençant la conception était la fonction tactique spécifique attribuée à ces avions de chasse. La principale capacité offensive de l'armée japonaise résidait dans ses escadrons de bombardiers à courte et moyenne portée, qui fournissaient un soutien crucial aux forces terrestres lors des manœuvres offensives et des opérations défensives. Les avions de chasse étaient chargés d'accompagner ces formations de bombardiers et d'établir simultanément la domination dans les cieux. Par conséquent, au-delà de leur agilité inhérente, ces avions devaient avoir des exigences d'entretien simples et démontrer une maîtrise des opérations de décollage et d'atterrissage courts. De plus, l'armée de l'air était responsable de la sauvegarde des territoires nationaux japonais. Pour contrer efficacement la menace émergente des bombardiers ennemis à grande vitesse et à long rayon d'action, le développement d'avions intercepteurs rapides équipés d'un armement substantiel est devenu impératif. Au sein de la marine impériale japonaise, la puissance aérienne était considérée principalement comme un moyen d'opération offensive. En plus des missions lancées depuis des porte-avions, les stratèges japonais envisageaient des incursions stratégiques autonomes s'étendant loin en territoire ennemi ou à travers d'immenses étendues océaniques. De tels plans ambitieux imposaient des exigences exceptionnellement strictes concernant le rayon d'action de leurs avions de chasse. Une troisième considération cruciale découlait de la sélection restreinte de moteurs d'avions disponibles durant cette période historique. Le Japon n'avait pas encore atteint la parité avec les nations européennes et les États-Unis dans le domaine de la production de moteurs aéronautiques, en particulier en ce qui concerne les moteurs à haute puissance. La rareté de ces unités spécialisées représentait un défi constant pour les ingénieurs japonais, faisant du choix réussi d'un moteur approprié parmi les options limitées disponibles une décision constamment cruciale. Il est à noter qu'une situation comparable a été observée en Union soviétique à la même époque. Un autre élément significatif était qu'au Japon,
le choix d'un moteur pour une conception d'avion particulière était fréquemment imposé par les départements techniques des commandements de l'armée et de la marine. Il convient de noter que leurs directives divergeaient souvent considérablement des recommandations formulées par les ingénieurs concepteurs de l'avion. L'application pratique de ces concepts théoriques et de ces exigences opérationnelles a produit des résultats incohérents dans le développement de l'aviation navale. Le conflit inhérent entre l'atteinte d'une portée opérationnelle maximale, d'une vitesse élevée et d'une maniabilité supérieure a largement persisté sans résolution complète. Les ingénieurs chargés de développer le nouvel avion de chasse navale ont été confrontés à un défi extraordinairement complexe, car il était pratiquement irréalisable d'incorporer chaque exigence spécifiée dans une seule cellule d'avion embarqué. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que, malgré ces obstacles redoutables, ils ont finalement atteint cet objectif ambitieux. Le chasseur A6M0, issu de ce développement, s'est avéré être une avancée remarquable et une réussite mondialement reconnue. Cependant, ce succès a eu un coût considérable. Dès sa conception, la structure de l'avion a repoussé les limites de sa capacité opérationnelle, ne laissant aucune marge pour des améliorations futures substantielles. Par conséquent, au milieu de la guerre, le Zero était devenu gravement obsolète, incapable de rivaliser efficacement avec les chasseurs avancés introduits par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Naturellement, prévoir une telle évolution des événements à la fin des années 1930 représentait un immense défi. Par la suite, la direction de l'armée de l'air japonaise a rejeté le concept d'un avion de chasse unique et polyvalent, adapté à toutes les missions. Les développements internationaux dans l'aviation. Ces développements, en particulier ceux observés en France et en Allemagne, ont eu un impact significatif sur les planificateurs militaires japonais. Il leur est apparu clairement qu'aucune conception d'avion unique ne pouvait satisfaire adéquatement les exigences de chaque rôle opérationnel. Cette question a été résolue en 1937, une année charnière pour l'armée de l'air japonaise, par la décision de lancer simultanément la production de 3 modèles distincts d'avions de chasse. En plus de l'initiative Ki-43, la société Nakajima a reçu la directive de concevoir un avion intercepteur. Cet intercepteur devait avoir des capacités d'ascension rapides et une puissance de feu formidable, même si cela impliquait une réduction de l'agilité par rapport au modèle Falcon. Ce type d'avion particulier a été officiellement désigné sous le nom de Ki-44. Simultanément, la société Kawasaki a commencé le développement d'un chasseur d'escorte bimoteur connu sous le nom de Ki-45. Le Ki-44 Shoki a connu son premier déploiement au combat au début du printemps 1942, le Ki-45 Toryu entrant en service actif 6 mois plus tard. Néanmoins, le Ki-43, conçu selon des principes similaires à ceux de son prédécesseur, le Ki-27, a finalement constitué le cœur de la flotte de chasseurs de l'armée japonaise. Ce résultat n'est pas surprenant, étant donné que l'ingénieur principal de ce nouvel avion n'était autre que Hideo Itokawa, le concepteur original du Ki-27. Le commandement militaire a stipulé les spécifications suivantes pour le nouvel avion de chasse, une vitesse minimale de 310 miles par heure. Il devait monter à une altitude de 16 400 pieds en 5 minutes et atteindre une portée opérationnelle maximale de 500 miles. Son armement était spécifié comme 2 mitrailleuses de 7,7 mm tout en maintenant un niveau de maniabilité comparable à celui du modèle Ki-27. Les spécifications ne dépassaient pas significativement les capacités du Ki-27 et sa configuration d'armement est restée entièrement inchangée. Une vingtaine de personnes composaient l'équipe du bureau d'études. Minoru Ota, un ingénieur, a supervisé la conception de l'aile, tandis que son collègue, Yasushi Koyama, s'est concentré sur le groupe motopropulseur de l'avion. Après presque 1 an consacré au calcul, à la production d'1 millier de croquis et à la construction de nombreux modèles, le prototype de chasseur a été achevé le 12 décembre 1938, dans l'usine Nakajima de la ville d'Oda. À l'instar de son approche pour le projet Ki-27, le concepteur Hideo Itokawa a privilégié la réalisation d'une conception d'avion la plus légère et la plus aérodynamiquement efficace. Un accent significatif a également été mis sur la simplicité de la conception, visant à réduire le poids total de la cellule et à accélérer son calendrier de fabrication. La principale avancée technologique introduite fut le système de train d'atterrissage rétractable. Compte tenu de leur expertise indigène limitée dans ce domaine particulier, les ingénieurs japonais furent contraints d'étudier et d'adopter des principes de conception étrangers. Au cours de la seconde moitié des années 1930, le Japon a acquis plusieurs modèles d'avions pour une évaluation approfondie. Une acquisition notable fut le chasseur américain Chance Vought V-143.
Cet avion particulier était un monoplan monoplace, dont les performances, bien que non révolutionnaires, intégraient plusieurs solutions techniques novatrices qui ont considérablement impressionné les ingénieurs japonais. En effet, la conception et le mécanisme de fonctionnement du train d'atterrissage rétractable mis en œuvre sur le Hayabusa, puis sur le célèbre Zero, ont été directement adaptés de cet avion spécifique. Pour améliorer ses performances de vol, l'avion a reçu un nouveau groupe motopropulseur, le moteur radial Nakajima HA-25 à 14 cylindres, capable de générer 980 chevaux au décollage. Ce moteur s'est avéré considérablement plus lourd que le moteur A1B à 9 cylindres de 700 chevaux, qui avait précédemment propulsé le modèle Ki-27. Les calculs d'ingénierie indiquaient que le nouveau chasseur serait 50% plus lourd que son modèle précédent. Pour préserver le même niveau d'agilité, certains ajustements étaient nécessaires. Plus précisément, la surface de l'aile aurait nécessité un agrandissement équivalent. Cependant, cette modification aurait entraîné un poids excessif et une traînée aérodynamique accrue. Finalement, l'équipe d'ingénieurs a opté pour un compromis. La surface de l'aile n'a été augmentée que de 20%. Pour atteindre une vitesse supérieure, ils ont été contraints d'accepter une réduction inévitable de la maniabilité. Des attentes importantes étaient placées sur l'augmentation anticipée des performances de l'avion, attribuée à une diminution de sa charge de puissance. Les ingénieurs visaient un rapport puissance-poids de 4,614 livres par cheval-vapeur, une amélioration notable par rapport à son prédécesseur, le Ki-27, qui affichait un rapport de 5,11 livres. L'avion est apparu comme un élégant monoplan à aile basse, caractérisé par ses contours simples et aérodynamiques et un fuselage allongé et étroit. Son esthétique et sa configuration structurelle globale indiquaient sans équivoque un héritage de conception directe du modèle Ki-27. Sa capacité offensive comprenait 2 mitrailleuses synchronisées de Type 89, chambrées en calibre 303, positionnées directement au-dessus du moteur. Les mécanismes de culasse de ces armes faisaient saillir directement dans le cockpit du pilote, facilitant ainsi un rechargement simple et un déblocage immédiat en vol. Cependant, à la fin des années 1930, ce niveau d'armement particulier était largement considéré comme totalement insuffisant. La conception de la verrière du cockpit ressemblait étrangement à l'enceinte transparente que l'on trouvait sur les premières variantes du P-27. Grâce à la section arrière allongée du fuselage, les concepteurs ont pu maintenir des dimensions relativement compactes pour les stabilisateurs et autres surfaces de contrôle. Conformément à la pratique japonaise établie, 3 prototypes expérimentaux furent construits pour l'évaluation complète de chaque nouvelle conception d'avion. En mars 1939, l'assemblage des 2e et 3e prototypes de l'avion Ki-43 fut achevé avec succès. Ces prototypes ultérieurs reflétaient largement le modèle initial, les distinctions se limitant à des éléments mineurs tels que la configuration de la prise d'air du carburateur. Le vol inaugural du premier prototype eut lieu début janvier 1939, décollant de l'installation d'essai de Nakajima située à proximité de la ville d'Ota. Les évaluations internes de l'usine se déroulèrent comme prévu, ne rencontrant aucune difficulté majeure. Au début du printemps, les pilotes d'essais expérimentaux transférèrent les 3 avions aux aviateurs militaires opérationnels stationnés à l'école de pilotage de l'armée d'Akino. Néanmoins, l'évaluation fournie par le personnel militaire concernant le nouvel avion s'avéra extrêmement critique. Les aviateurs, habitués à des avions exceptionnellement agiles et très maniables, capables d'exécuter des virages serrés, signalèrent que le nouveau chasseur faisait preuve d'une lourdeur significative. Sa réponse aux commandes était notablement lente, et son temps de virage ainsi que son rayon de virage furent jugés excessivement grands. De plus, les pilotes exprimèrent des inquiétudes quant au fait que la verrière du cockpit obstruait considérablement leur champ de vision. Concernant le train d'atterrissage rétractable, ils le qualifièrent sans équivoque d'extravagance inutile. De leur point de vue, cette caractéristique n'introduisait qu'une complexité inutile à la conception et ajoutait une masse supplémentaire à un avion déjà confronté à des défis de performance. Généralement, un tel retour critique signe la fin d'un projet d'avion. Néanmoins, la société Nakajima choisit de persévérer. L'équipe d'ingénieurs persista dans ses efforts, prenant des risques personnels, alors qu'elle cherchait à convaincre le commandement de l'armée de l'air du potentiel significatif de cette entreprise. Entre novembre 1939 et septembre 1940, 10 prototypes expérimentaux supplémentaires furent construits et envoyés pour évaluation. Ces avions furent équipés de nouveaux fuselages à la fois plus longs et plus minces. Les concepteurs agrandirent considérablement les surfaces de queue et modifièrent leur configuration. De plus, les extrémités des ailes furent redessinées et des verrières entièrement transparentes furent installées, similaires à celles que l'on trouvait sur les versions ultérieures du C-27.
En conséquence, l'avion adopta un profil considérablement plus sophistiqué et aérodynamiquement supérieur. Cependant, les améliorations allèrent au-delà de la simple esthétique. Une radio plus puissante fut intégrée, le cockpit fut repensé et les systèmes hydrauliques et électriques reçurent des améliorations. Certains avions furent soumis à des modifications encore plus substantielles. Ceux-ci furent équipés d'une paire de mitrailleuses de calibre .50 de type Seno 3. Inversement, d'autres unités incorporèrent de nouveaux moteurs HA-105 qui se vantaient de compresseurs à 2 étages et généraient 100 chevaux. De plus, des volets de combat à commande hydraulique furent introduits sur les prototypes ultimes. Ceux-ci pouvaient être déviés de 15 degrés même à vitesse maximale, une caractéristique qui améliora considérablement la maniabilité et facilita un cercle de virage plus serré. Les commandes opérationnelles de ce mécanisme étaient positionnées directement sur le manche de vol. L'activation du bouton jaune gauche déploie les volets, tandis que l'appui sur le bouton rouge droit les fait se rétracter. À l'automne 1940, à l'achèvement du 10e et dernier prototype, les ingénieurs reconnurent qu'ils avaient enfin réussi à développer un successeur digne du Ki-27. Les essais en vol se déroulèrent sans accroc, ce qui conduisit Nakajima à recevoir la directive de production en série le 9 janvier 1941. C'est à ce moment que l'avion de chasse fut officiellement désigné Hayabusa. Les premières unités d'avions commencèrent leur production dans les usines en avril 1941. Ces avions, tout comme leur version prototype initiale, n'étaient équipés que de 2 mitrailleuses légères. Néanmoins, à partir du 35e appareil, la mitrailleuse Bobard fut remplacée par une arme lourde de gros calibre. Cette variante particulière reçut la désignation de modèle B et environ 45 de ces avions de chasse furent fabriqués. Par la suite, les avions commencèrent à être équipés d'une paire de mitrailleuses lourdes. Cette configuration particulière était connue sous le nom de modification modèle C. Les récits historiques indiquent qu'un nombre considérablement plus élevé d'avions présentaient initialement un armement mixte, la mitrailleuse tribord étant remplacée par une arme lourde pendant le service opérationnel, ce qui permettait de mettre à niveau les avions du modèle B au standard du modèle C. La cause sous-jacente était tout à fait pratique, une pénurie initiale de mitrailleuses lourdes pour le chasseur Hayabusa au début de sa fabrication. Au total, 752 unités du modèle initial Ki-43 furent fabriquées. Parallèlement au processus de fabrication, une initiative de recyclage complète pour les pilotes et le personnel technique fut lancée. Les avions achevés furent expédiés vers diverses écoles de pilotage, principalement celles situées à Akino. Ces lieux, où les nouveaux avions rencontrèrent initialement un accueil plutôt défavorable, devinrent les principales destinations pour toutes les premières versions de production de l'appareil. Les chasseurs Hayabusa, équipés de l'armement le plus substantiel, commencèrent à arriver dans les unités de combat opérationnelles à l'automne 1941. Au début du conflit dans le Pacifique, les 59e et 64e régiments aériens possédaient environ 40 de ces avions de chasse dans leur inventaire opérationnel. De plus, à l'automne de l'année suivante, la majorité des unités de l'armée de l'air japonaise étaient passées à l'utilisation de ces modèles particuliers. Vers le milieu de l'année 1942, les avions obsolètes Ki-27 avaient entièrement disparu du service de première ligne. Pendant les mois d'hiver 1942, les efforts de développement visant à améliorer le moteur HA-25 furent menés à bien. Ce moteur était doté d'un compresseur amélioré, ce qui augmentait considérablement ses performances de vol, notamment à haute altitude. Au sein de l'armée de l'air, ce moteur modernisé reçut la désignation AH-115. Simultanément, le développement progressait sur une nouvelle modification du chasseur Ki-43, intégrant de précieuses informations tirées de l'expérience de combat réelle. Les pilotes identifiaient constamment la principale lacune de l'avion comme étant sa structure d'aile intrinsèquement faible. Par conséquent, les vitesses maximales en piqué étaient sévèrement restreintes, rendant certaines manœuvres aériennes totalement irréalisables. C'est pourquoi les ingénieurs renforcèrent la structure de l'aile, modifiant simultanément son profil aérodynamique et diminuant marginalement son envergure. Avec l'aile redessinée, l'avion pouvait désormais transporter 2 bombes de 550 livres chacune ou alternativement des réservoirs de carburant externes de capacité comparable, une amélioration significative par rapport aux bombes légères de 66 livres précédentes. De plus, cette variante mise à jour intégrait un collimateur plus avancé et présentait une conception de verrière subtilement révisée. Néanmoins, l'avancée primordiale impliquait l'intégration d'un nouveau moteur plus puissant. Comme ce moteur s'avérait légèrement plus long que son prédécesseur, le capot moteur de l'avion nécessita une extension. De plus, la prise d'air fut repositionnée plus haut et l'hélice d'origine fut remplacée par une unité tripale à pas automatique de 9,2 pieds de diamètre.
Les questions cruciales de la protection du pilote et de la mise en œuvre de réservoirs de carburant auto-obturants furent soulevées lors des phases initiales du développement de l'avion. Cependant, la nécessité pressante de ces améliorations ne devint clairement évidente qu'à travers l'expérience de combat réel, malgré les inconvénients d'un poids accru et d'une capacité de carburant diminuée. Malgré ces considérations, le pilote n'était pas encore équipé d'aucun blindage protecteur. Les ingénieurs se concentrèrent uniquement sur la modification des réservoirs de carburant, les renforçant intérieurement avec 3 couches distinctes de caoutchouc. Bien que cette mesure de protection scellât efficacement les perforations causées par les tirs d'armes légères standards, elle s'avéra insuffisante contre les projectiles de gros calibre. Le prototype initial du T-43, modèle 2, l'un des 5 prévus, fut achevé en février 1942 et à l'automne de la même année, il entra en production en série sous la désignation de Ki-43 modèle 2A. La demande de l'armée impériale japonaise en avions de chasse dépassait de loin la capacité de fabrication de l'usine d'Ota. Par conséquent, tous les plans nécessaires furent transférés à l'usine de Tachikawa, qui produisit ensuite le Ki-43 de mai 1943 à septembre 1944. De plus, des efforts furent faits pour établir la fabrication du chasseur à l'arsenal gouvernemental de l'armée. Cependant, malgré sa désignation impressionnante, cette installation s'avéra incapable de remplir le quota de production, ne parvenant à assembler que 49 avions à la fin de la guerre. Par la suite, la conception de l'avion modèle 2 subit d'autres modifications. Le radiateur d'huile annulaire, un composant hérité du Ki-27, positionné à l'avant du moteur, fut remplacé par un radiateur tunnel situé sous le moteur. De plus, un phare d'atterrissage fut intégré au bar d'attaque de l'aile gauche, une caractéristique observée spécifiquement sur les avions fabriqués par l'usine de Tachikawa. L'installation d'une plaque de blindage a commencé, mesurant 47 centièmes de pouce d'épaisseur, positionnée derrière le siège du pilote et intégrant un appui-tête. De plus, ce composant offrait une protection à l'aviateur en cas de capotage de l'appareil. Par la suite, cette caractéristique de conception est également apparue sur les avions produits par l'usine Nakajima. Cependant, il est à noter que de nombreux pilotes ont choisi de retirer indépendamment le dossier blindé. Leur raisonnement était qu'il rendait l'avion excessivement lourd et obstruait leur champ de vision vers l'arrière. L'usine d'Ota a maintenu la production de la version modèle 2B jusqu'en septembre 1944. Elle se caractérisait principalement par des améliorations internes mineures. La principale distinction externe était le léger repositionnement vers l'arrière du radiateur d'huile, ainsi que le déplacement des pointes d'import pour les bombes et les réservoirs largables vers les sections extérieures des ailes, situées juste au-delà des jambes de train d'atterrissage. Les rapports de combat arrivant des lignes de front indiquaient sans équivoque que le Ki-43, malgré ses forces intrinsèques, souffrait d'une vulnérabilité critique et significative. Il était constamment dépassé en termes de vitesse maximale lors des engagements avec les chasseurs américains. Cette lacune ne pouvait être corrigée par la seule aérodynamique. Un moteur plus puissant était une nécessité absolue. En attendant le développement d'un nouveau moteur, les ingénieurs ont continuellement affiné le groupe motopropulseur existant basé sur le Ha-115, s'efforçant d'en extraire la puissance maximale absolue. 3 avions expérimentaux, représentant la version modifiée du P-43 modèle 2, ont été construits au cours de l'été 1942. Un nouveau système d'échappement a été intégré à sa conception. 6 des cylindres comportaient des sorties d'échappement individuelles, tandis que les 8 autres étaient disposés en configuration jumelée. Cette modification a entraîné une modeste augmentation de la puissance du moteur. Environ 500 de ces avions de chasse ont finalement été assemblés, leur déploiement opérationnel commençant à l'été 43. Une version ultérieure de ces avions a incorporé un réservoir de carburant auxiliaire de 40 gallons, positionné directement derrière le siège du pilote. Pour faciliter l'accès au goulot de remplissage, une nouvelle trappe a dû être découpée dans le revêtement du fuselage. En mai 1954, la construction de 3 prototypes pour l'itération suivante du chasseur, désigné modèle 3A, était achevée. Le groupe motopropulseur utilisé était le moteur amélioré Nakajima Ha-115-2, qui intégrait un système d'injection au méthanol. Le conteneur pour ce mélange particulier était positionné à l'arrière du cockpit du pilote, occupant l'espace précédemment utilisé par le réservoir de carburant auxiliaire. Le système d'échappement de l'avion a subi une nouvelle modification, aboutissant à l'intégration de 14 sorties d'échappement distinctes. L'amélioration des performances aériennes s'est avérée insignifiante, et le chasseur, malgré diverses modifications, est progressivement resté en deçà des capacités des avions adverses contemporains. Améliorer la puissance de feu de l'avion, notamment par l'installation de canons montés sur les ailes,
était devenue impraticable, mais aucune solution alternative n'était disponible. Par conséquent, la fabrication de l'avion a continué. Submergée par de nombreuses commandes urgentes, la société Nakajima a progressivement transféré la supervision de la fabrication du Ki-43 à la société Tachikawa. La firme Tachikawa a entrepris la fabrication de la variante mise à jour et a réalisé l'ultime amélioration du chasseur. Finalement, un moteur Mitsubishi entièrement nouveau désigné H112-11 a été intégré. Ce moteur particulier était une unité à 14 cylindres à double rangée qui surpassait les groupes motopropulseurs de Nakajima en termes de cylindrée, de puissance et de dimension physique, offrant en outre un rapport puissance-poids supérieur, reconnaissant l'insuffisance de 2 mitrailleuses lourdes contre les formations de bombardiers américains. Les ingénieurs japonais ont réussi à renforcer la cellule pour accueillir 2 canons de 20 mm de type Ho-5 à l'intérieur du capot moteur du Ki-43. Néanmoins, leur capacité en munitions était plutôt restreinte. Seulement 60 obus étaient disponibles pour chaque canon. L'assemblage des ailes de l'avion a également subi plusieurs améliorations. En juin 1945, la société Tachikawa avait dévoilé la première paire d'avions révisés, qu'elle a officiellement désigné Ki-43 modèle 3B. Néanmoins, il n'a jamais atteint la production en série à grande échelle. Les assauts aériens persistants des forces américaines, associés à une pénurie critique de matières premières et de composants de remplacement, ont finalement mis fin à l'histoire opérationnelle de l'avion de chasse le plus largement fabriqué de l'armée japonaise. Nous allons maintenant procéder à l'examen de ses spécifications techniques. Le Nakajima Ki-43 Hayabusa représentait un avion entièrement métallique monoplace propulsé par un moteur solitaire et doté d'une conception de monoplan à aile basse. Son fuselage incorporait une construction semi-monocoque caractérisée par un revêtement porteur mesurant seulement 21 millièmes de pouce d'épaisseur. La section avant de la cellule présentait une section transversale circulaire qui s'est ensuite effilée sans transition en une forme ovale. La structure principale du fuselage de l'avion était composée de 19 couples, sur lesquels des lisses longitudinales et des panneaux de revêtement extérieur étaient fixés à l'aide de rivettes. De plus, le couple le plus en avant faisait office de cloison par feu. Le bâti moteur circulaire, fabriqué par soudage de tubes d'acier, était fixé à ce couple en 4 points distincts. Le moteur lui-même était ensuite fixé à l'anneau avant de se bâtir avec un total de 13 boulons. Le 19e couple assurait le support arrière de la section de queue et servait également de point de fixation pour le gouvernail de direction. Le poste de pilotage était situé précisément entre le 3e et le 6e couple. D'un point de vue structurel, le fuselage de l'avion était divisé en 2 segments principaux, qui étaient assemblés par des boulons approximativement au niveau du 9e couple. Le segment arrière du fuselage était construit comme une unité unique et cohérente, intégrant l'ensemble de l'empennage. Les ailes de l'avion présentaient une forme en plan trapézoïdal, se terminant par des saumons d'ailes arrondis. Le bord d'attaque de l'aile ne présentait qu'une flèche minimale, tandis que son bord de fuite était fortement incliné vers l'arrière à un angle de 12 degrés et demi. Chaque aile était positionnée avec un angle de dièdre de 6 degrés. La structure de l'aile était conçue pour la légèreté, intégrant 3 longerons principaux et 20 et une nervure en aluminium, avec un renforcement supplémentaire le long du bord d'attaque. Les ailerons de type freeze permettaient une déflexion étendue, facilitée par des inserts de charnières spécialisés. Ces surfaces de contrôle étaient capables de dévier vers le haut de 25 degrés et vers le bas de 20 degrés. Intérieurement, leur construction comprenait 15 nervures reliées par un seul longeron, l'ensemble étant enveloppé de tissu. Le bord d'attaque de l'aileron présentait un renforcement par une bande métallique et était équipé de volets de compensation réglables. Les principaux panneaux de revêtement métallique étaient fixés à la structure de l'aile à l'aide de rivets à tête fraisée, assurant une surface externe aérodynamiquement lisse. Des volets de Fowler rétractables étaient incorporés près de l'emplanture de l'aile, une caractéristique de conception qui, à cette période historique, était principalement observée sur les avions fabriqués par la société Nakajima. Un mécanisme de liaison spécialisé permettait à ces volets de s'étendre au-delà du bord de fuite de l'aile, augmentant ainsi à la fois la courbure de l'aile et sa surface totale. Entièrement construite en métal, ces volets pouvaient être déployés par le pilote non seulement pendant les procédures de décollage et d'atterrissage, mais aussi stratégiquement pendant les manœuvres de combat aérien. Cela améliorait considérablement l'agilité de l'avion de combat. L'empennage possédait également ses propres caractéristiques distinctes. La structure de la dérive, comprenant 4 longerons et 4 nervures, était revêtue de tôle métallique. Elle était alignée centralement avec le fuselage et avait une surface totale approximative de 6,9 pieds carrés.
Le gouvernail de direction présentait une structure métallique enveloppée de tissu. Sa construction incorporait 8 nerveuses et un longeron de fuite, avec un bar d'attaque renforcé servant de longeron avant. Le gouvernail de direction offrait un contrôle efficace, capable de dévier de 30 degrés dans chaque direction. Le stabilisateur présentait une forme aérodynamique symétrique et une structure robuste composée de membres longitudinaux et de nerveuses de renforcement transversal. Il restait rigidement fixé, positionné horizontalement à un angle de 0 degré par rapport à l'horizon. Les gouvernes de profondeur étaient articulées à leur barre de fuite, tandis que les extrémités et le bar d'attaque du stabilisateur étaient des composants distincts, fixés par des boulons. Le revêtement extérieur était entièrement métallique et pour une douceur aérodynamique optimale, il était fixé avec des rivets à tête fraisée. Le système de commande de vol fonctionnait comme suit. Les ailerons étaient actionnés par un ensemble de tringles et de leviers, tandis que les surfaces de contrôle de l'empennage étaient manipulées via un mécanisme à double tringle. Les volets étaient déployés mécaniquement, bien qu'un amplificateur hydraulique assistât le pilote pour faciliter l'opération. La commande de leur réglage était située directement sur le manche, immédiatement sous la poignée. Le train d'atterrissage présentait une conception conventionnelle incorporant une roulette de queue. Les jambes de force principales du train d'atterrissage intégraient des amortisseurs et se rétractaient hydrauliquement. Cependant, pour un déploiement d'urgence, de l'air comprimé pouvait être utilisé. La roulette de queue restait fixe, ne se rétractant pas, elle pivotait librement et était équipée de son propre amortisseur oléopneumatique. Concernant le groupe motopropulseur de la majorité de ces avions, à l'exclusion de la dernière variante non produite Ki-43-3 modèle 3B, ils étaient équipés de moteurs radio Nakajima à 14 cylindres, refroidis par air. Plus précisément, il s'agissait des modèles HA-25 trouvés dans la série initiale Ki-43i ou de leurs itérations améliorées HA-115 dans les versions ultérieures. Le moteur possédait une taille considérable avec un diamètre approximatif de 3,8 pieds. Le moteur présentait un alésage de cylindres de 5,1 pouces avec une course de piston de 5,9 pouces. Le moteur HA-115 affichait un taux de compression de 7,1. Cette unité intégrait le réducteur et incorporait un compresseur à 2 vitesses. Son carburateur était doté d'une compensation automatique d'altitude et le moteur fonctionnait avec du carburant à 92 octanes. Concernant la consommation de carburant à bas régime, le moteur consommait environ 35 à 38 gallons par heure. Cependant, en fonctionnement à pleine puissance, cette consommation augmentait pour atteindre entre 53 et 58 gallons. Le Ki-43 utilisait une hélice métallique BPAL Hamilton Standard d'un diamètre de 9,5 pieds. L'angle de ces pales s'ajustait automatiquement, des mécanismes hydrauliques gérant le contrôle du pas. Par la suite, le chasseur Hayabusa fut équipé d'une hélice tripale Sumitomo mesurant 9,2 pieds de diamètre. Le système de carburant du Ki-43 comprenait 4 réservoirs non auto-obturants situés à l'intérieur des ailes, positionnés près du fuselage. La capacité totale de ce système s'élevait à environ 149 gallons. De plus, l'avion pouvait transporter 2 réservoirs largables sous ses ailes, chacun d'une capacité de 63 gallons. Les avions Hayabusa de production étaient armés de 2 mitrailleuses synchronisées, positionnées dans le fuselage supérieur juste devant le cockpit. Initialement, les avions Ki-43i utilisaient des mitrailleuses Type 89 de 7,7 mm, essentiellement l'équivalent japonais de la Vickers britannique. Une bande métallique à maillons désintégrables alimentait les munitions. Cette arme atteignait une cadence de tir de 900 coups par minute. Sa vitesse initiale approchait les 2,660 pieds par seconde, offrant une portée efficace allant jusqu'à 660 yards. L'arme elle-même avait une longueur de 45 pouces et un poids de 26 livres. Par la suite, ces armes de calibre fusil furent remplacées par les plus puissantes mitrailleuses Type 1 de 12,7 mm, connues sous le nom de O-103. Fondamentalement, cette arme servait d'équivalent japonais à la célèbre mitrailleuse Lord American Browning. Une bande métallique alimentait ses munitions, permettant une cadence de tir comparable de 900 coups par minute. Sa vitesse initiale atteignait 2,760 pieds par seconde, tandis que sa portée opérationnelle efficace s'étendait à 710 yards. Tous les prototypes, ainsi que les modèles de production Ki-43 Mark I et Ki-43 Mark II, quittaient les installations de fabrication sans aucune application de peinture, leur surface métallique nue brillante. Les fabricants n'ajoutaient que les cocardes d'identification rouges sur les ailes, un panneau anti-reflet noir devant le cockpit et les pochoirs techniques essentiels. Cependant, les gouvernes de direction et les ailerons, qui étaient recouverts de tissu,
recevaient une couche de peinture gris clair. Néanmoins, dans les zones de combat actives, le besoin urgent de camouflage devint évident, car les aérodromes faisaient face à un danger continu d'attaques aériennes hostiles. Initialement, un camouflage improvisé fut employé, impliquant l'application de nombreuses petites taches dans des nuances de brun-marron, d'olive ou de vert foncé. Occasionnellement, une troisième teinte, le vert clair, était également incorporée à ces motifs. Ces motifs couvraient principalement les sections supérieures et latérales du fuselage, et les photographies historiques indiquent que les taches étaient appliquées sans ordre discernable. Finalement, des schémas de peinture protectrice uniforme monochrome émergèrent, utilisant la palette de couleurs identique précédemment employée pour les motifs tachetés. Par conséquent, à partir du printemps 1942, les applications de camouflage présentèrent une variation considérable, allant d'une couverture complète sur toutes les surfaces supérieures et latérales à des taches irrégulières où le métal sous-jacent restait visible. Typiquement, les bandes anti-reflets noirs étaient préservées et les dessous de l'avion étaient laissés non peints. Ces surfaces inférieures conservaient leur finition métallique nue d'origine. Le camouflage était appliqué à l'aide d'outils facilement disponibles, notamment des pinceaux, des tampons ou des pistolets pulvérisateurs. Dans l'environnement tropical humide, la peinture se détériorait rapidement et s'écaillait. Ce problème était exacerbé, car la peinture était souvent appliquée directement sur le métal sans couche d'après, et parfois même sans enlever adéquatement la boue, la suie et l'huile accumulée. Alors que la plupart des escadrons de chasse visaient un schéma de peinture cohérent pour leurs avions, il était courant que les appareils au sein de la même unité affichent des apparences différentes ou des niveaux d'usure variables. Les modèles Ki-43 Mark I et Ki-43 Mark II, qu'ils proviennent d'unités d'entraînement ou basées dans des zones arrière, conservaient généralement leur état non peint. Cependant, les archives photographiques confirment que des avions non peints apparaissaient occasionnellement sur les lignes de front, même jusqu'aux dernières étapes de la guerre. En revanche, les avions Ki-43, fabriqués sous licence par la compagnie Tachikawa, étaient livrés avec un camouflage appliqué en usine dès leur production initiale. Les surfaces supérieures et les flancs de l'avion présentaient une finition brun-terne ou vert-olive, contrastant avec un dessous gris clair possédant une subtile teinte verdâtre. En raison de cette livrée particulière, la bande anti-reflet, généralement placée à l'avant du cockpit, était rendue superflue et par conséquent omise. Le capot moteur était également entièrement recouvert de la couleur des surfaces supérieures, tandis que les jambes de train d'atterrissage et les puces de roue restaient non peints. Sur la variante Ki-43i, la finition de la peinture se détériorait rapidement, devenant terne, décolorée et sujette à l'écaillage, conséquence de la formulation spécifique de la peinture, des conditions environnementales humides et d'un entretien insuffisant. Les ogives d'hélice et les barres d'attaque des pales n'étaient pas peints, mais les surfaces arrière des pales recevaient une couche de peinture noire mat, identique à celle utilisée pour les applications anti-reflets. À partir du modèle Ki-43-2, les ogives d'hélice et l'intégralité des pales étaient peintes d'une teinte brun-rouge distinctive. Des bandes noires étaient généralement peintes près de l'emplanture des ailes, servant d'indicateur pour les emplacements précis où les pilotes étaient invités à marcher lors de l'entrée dans le cockpit. Jusqu'en février 1942, l'insigne national japonais, caractérisé par des cocardes rouges, ornait les surfaces supérieures et inférieures des ailes. Par la suite, leur application s'est étendue au flanc du fuselage de l'avion, spécifiquement à l'arrière du cockpit. Néanmoins, des avions portant ces marques exclusivement sur leurs ailes pouvaient encore être observés tout au long de la guerre, persistant jusqu'à sa conclusion. À partir du modèle Ki-43, les cocardes montées sur les ailes ont augmenté de taille et ont été positionnées plus près du fuselage. À partir de juillet 1942, conformément aux instructions de l'état-major interarmé, tous les avions de combat devaient afficher des bandes jaunes vifs ou oranges sur les barres d'attaque de leurs ailes, facilitant ainsi une identification rapide. De plus, une bordure blanche de 3 pouces de large était prescrite pour encercler la cocarde rouge lorsqu'elle était appliquée sur des fonds sombres. En pratique, cependant, ce contour ornait principalement les cocardes sur le fuselage, tandis que son application au cercle monté sur les ailes était extrêmement rare. Au sein des académies de formation au pilotage et des formations de défense aérienne situées au Japon, la cocarde rouge était généralement superposée sur de larges bandes blanches qui encerclaient à la fois le fuselage et les ailes. Cette marque distinctive aidait les artilleurs antiaériens à identifier les avions amis. Ces bandes mesuraient 8 pouces de large, dépassant le diamètre des cocardes elles-mêmes.
Une autre caractéristique distinctive de l'aviation de l'armée japonaise, introduite à la fin des années 1930, était une fine ligne blanche positionnée juste devant la queue, encerclant le fuselage verticalement. Cette marque était fréquemment, bien que non universellement, observée sur les avions engagés dans des opérations de combat direct. Dans la littérature historique et technique, cette marque est communément appelée la bande de combat. Il est également pertinent de noter les avions de chasse Ki-43 que l'armée japonaise a fournis au gouvernement mandchou. Ces avions restaient généralement non peints, affichant plutôt des marques d'identification vibrantes aux couleurs nationales mandchouais sur leurs ailes. De plus, les fuselages de la plupart des avions arboraient de grands slogans patriotiques ou des dédicaces inscrits en caractères chinois. Les intérieurs des cockpits des Ki-43 étaient généralement finis dans une teinte vert olive clair ou gris vert. Les variantes de production ultérieures utilisaient également une peinture beige pour ses sections intérieures. Cette même couleur était couramment appliquée au tableau de bord, bien qu'une finition noire y ait parfois été observée. La section du fuselage située directement derrière le siège du pilote, sous la verrière, était également peinte en noir. De 1944 jusqu'à la fin de la guerre, probablement en raison de pénurie de matériaux, ces avions de chasse sortaient fréquemment des usines avec des intérieurs de cockpit non peints. Presque chaque régiment aérien possédait ses propres emblèmes graphiques distinctifs. Ceux-ci étaient généralement apposés sur la dérive verticale ou, moins fréquemment, sur les flancs du fuselage de l'avion. La coloration de ces emblèmes variait généralement selon l'escadron. Par exemple, l'emblème de la première unité était généralement blanc, pour la deuxième, rouge, pour la troisième, jaune, et pour le vol du quartier général, bleu, bien qu'il existât des exceptions. Fréquemment, les ogives d'hélice étaient également peintes pour correspondre à la couleur désignée de l'unité. Au début de la guerre, les avions appartenant au commandant d'escadron étaient généralement identifiés par de larges bandes encerclant le fuselage, positionnées directement derrière le cockpit. La coloration de ces bandes correspondait précisément à la couleur désignée de l'escadron. Dans la majorité des régiments aériens, ces marques étaient verticales, mais dans le 64e régiment, elles étaient appliquées en diagonale. Cependant, les commandants se retrouvaient fréquemment à piloter d'autres avions si leurs appareils désignés étaient inutilisables. De plus, ces bandes colorées voyantes révélaient involontairement la position de l'avion et attiraient l'attention de l'ennemi. Par conséquent, avec le temps, la pratique de distinguer si brillamment les chasseurs des commandants a été abandonnée. Les marques indiquant les victoires aériennes sur les avions Ki-43 étaient extrêmement rares. Les engagements aériens réussis étaient commémorés à l'aide de cercles concentriques ou d'étoiles, qui servaient d'emblèmes stylisés représentant la nation dont l'avion avait été abattu. Ces marques étaient généralement appliquées soit sur le côté gauche du fuselage, soit sur le côté gauche de la section de queue. Certains aviateurs japonais ornaient leurs avions de caractères représentant leur propre nom, ceux de leurs épouses ou divers slogans nationalistes. Néanmoins, cette pratique n'était pas universellement autorisée. Elle constituait une prérogative spéciale accordée uniquement aux commandants d'unités et aux pilotes les plus estimés qui opéraient leurs propres avions de chasse assignés. La grande majorité des aviateurs, cependant, pilotaient simplement l'avion disponible et se préparaient pour la mission imminente. Je me suis efforcé de compiler les informations les plus complètes disponibles pour vous offrir une compréhension approfondie de cet avion particulier. Je vous exprime ma sincère gratitude à tous pour votre visionnage. Incidemment, vous avez maintenant la possibilité de soutenir cette chaîne via Ko-fi. Cela peut être fait en utilisant le lien fourni dans la description. J'apprécie votre visionnage et j'attends avec impatience notre prochaine rencontre.